Chers amis, bon retour sur Vérisme TV. Quel plaisir toujours de vous retrouver sur cette chaîne, la chaîne de la physiologie, la chaîne des neurosciences, la chaîne qui est le portail du Centre Naturopathie Hormèse, une école indépendante de recherche, d'expérimentation, pour cheminer tous ensemble vers l'autonomie de la pensée. Vous aimez Vérisme TV par sa pédagogie, vous aimerez, si le cœur vous en dit, le cursus que présente le Centre Naturopathie Hormèse. Et en fait, je vous parle de ça parce que cette conférence que je vais vous faire aujourd'hui, c'est vraiment issu des cours du Centre Naturopathie Hormèse. Et j'attendais enfin que la conférence que j'ai faite au Festival du Potentiel Humain soit en ligne. Donc, vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. Je serais très heureux, évidemment, que vous alliez la voir. Et dans cette conférence-là, je parle de neurosciences, je parle aussi de méditation, je parle de bouddhisme. Et j'attendais vraiment que vous ayez ces billes-là de compréhension pour pouvoir enfin vous faire avec mon Jean-Louis national, mon tableau qui ne me quitte jamais, une vidéo consacrée à la méditation. Ben ouais, c'est quelque chose qui est quand même très répandu, c'est tendance comme on dit, on parle beaucoup de méditation de nos jours, mais comme bien souvent, quand on parle de choses sur Internet, en tout cas dans les médias, dans ce monde de l'information dans lequel on baigne, on prend pas le temps de refaire un travail de sémantique. On prend pas le temps de faire un travail sur la définition même des mots. Qu'est-ce que c'est? Et si on fait pas ce travail-là, on va avoir toujours des discours qui vont pas s'accorder. Hein. C'est ça le problème, c'est d'avoir vraiment ne pas accorder ses violons, comme on dit, ne pas accorder ses définitions. Et donc, vous parlez d'une chose et votre voisin parle d'une autre, en fait. Certains parlent de méditation alors qu'ils pensent juste faire des travaux de respiration. Certains parlent de méditation alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est et pensent que c'est diminuer le stress, c'est ne penser à rien, c'est faire le vide, et tout ça, vous pouvez barrer. Ce n'est pas faire le vide, ce n'est pas diminuer le stress, ce n'est pas ne penser à rien. La méditation, en sanskrit, c'est bhavana. Et bhavana, c'est habituation, entraînement. Et j'ai vraiment plaisir à vous faire cette vidéo-là dans mon dojo, chez moi, avec vous voyez, ce mur en parpaing qui fait vraiment brut, qui fait nature, j'ai envie de dire, ouais, brut. Avec la voix, le do, évidemment ce kanji qui veut dire la voix que vous retrouvez dans le karaté-do, judo, aikido. C'est un engagement dans une voix, donc il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il y a certainement un début, mais il n'y a pas de fin. Hein, c'est une boucle, c'est quelque chose qui est cyclique, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la méditation. Le caractère véritablement des phénomènes qui sont impermanents, hein, qui cessent et qui recommencent, qui cessent et qui recommencent. Tout ça, ça s'est porté par ce kanji, par cette voix. Et puis, si c'est un entraînement, si c'est une habituation, c'est que c'est faisable partout. Il n'y a pas besoin d'être sur un tapis de yoga de 18h à 19h le jeudi soir avec un professeur. Vous pouvez le faire ça chez vous, dans votre cuisine, en faisant la vaisselle, quand vous vous baladez au supermarché. Vous pouvez avoir cette ouverture de conscience, cette direction et cet entraînement de l'esprit partout. Et ça, on en revient aux exercices physiques. C'est pas la peine d'aller dans une salle de musculation. Vous pouvez très bien y aller, hein. C'est très bien. Et vous pouvez très bien aller dans des cours de yoga. Encore une fois, j'ai rien contre ça même. J'adore. Vous pouvez très bien aller dans des cours collectifs de méditation. Mais sachez bien que c'est une pratique, comme les exercices physiques, qui peut être fait de manière minimaliste absolument partout. Donc, la méditation, c'est une habituation, c'est un entraînement de l'esprit. Et le but du jeu, ça va être de découvrir en fait les mécanismes de son propre esprit. Ça va être d'observer comment il fonctionne. En gros, c'est pas découvrir ma biographie, c'est-à-dire mes traumas de l'enfance, pourquoi j'ai pensé ceci, pourquoi j'ai pensé cela, qu'est-ce qui m'est arrivé plus tôt, comment je vois l'avenir, etc. C'est pas sa biographie. C'est son mode d'emploi. Un mode d'emploi que vous pouvez avoir, je sais pas, d'un appareil électroménager dans votre cuisine. Ben, vous lisez et vous voyez comment ça marche. Analyser, pouvoir lire son mode d'emploi, c'est vraiment ce que propose la méditation. En tout cas, la méditation qu'on a issue de Siddhartha Gautama, du Bouddha, l'enseignement du Bouddha, que je connais et voilà que je pratique. Il y a tout un tas d'autres méditations. Je vais vous parler surtout de celle-ci. Et ce qui la caractérise, c'est vraiment cette phrase « Je vais utiliser les qualités de l'esprit pour dissiper les obscurcissements qui m'empêchent de les voir ».
pas facile à saisir, hein. Je vais utiliser les qualités de l'esprit. En fait, je vais utiliser un outil, qui est l'esprit, pour enlever les obscurcissements, comme les voiles qui seraient sur l'outil, qui m'empêchent de voir l'outil. C'est ça qui est fort, c'est qu'on est notre propre piège. L'esprit se piège lui-même, se trompe lui-même. Il y a beaucoup dans le bouddhisme, on parle beaucoup de méprise. Et on met un voile sur son outil, sur son esprit, et c'est en utilisant cet outil qu'on va dévoiler l'outil. C'est en utilisant un marteau, par exemple, que petit à petit, le marteau, vous le voyez de mieux en mieux. Et vous l'utilisez aussi de mieux en mieux. C'est ça, ce que propose la méditation. Pour bien expliquer comment fonctionne une pratique méditative, je repars un petit peu du côté des neurosciences et de ce que l'on sait actuellement du fonctionnement de l'esprit. Il a été plus ou moins, arrêté, c'est pas un consensus évidemment, mais la manière dont on comprend un peu, on comprend pas tout, mais la manière dont on comprend le cerveau actuellement, et plutôt l'esprit, c'est que l'esprit humain cartographie l'environnement qui l'entoure, selon deux modalités. Est-ce que c'est proche de moi et tout de suite atteignable? Est-ce que je peux l'attraper avec mes mains, etc. Est-ce que je l'ai ici et maintenant? Est-ce que c'est mes sensations à moi qui viennent de mon corps? Ça, cet espace-là qui est proche, c'est l'espace péripersonnel. Autour de la personne, la première bulle là. Autour de moi, tout ce que je peux attraper et les informations de mon corps. Est-ce que j'ai mal aux genoux? Est-ce que j'ai mal au ventre? Est-ce que j'ai... Voilà, quelles sensations me reviennent? Mon sensorimoteur, ce que je sens, ce que j'entends, etc. L'espace péripersonnel. Et tout ce qui est en dehors de cette bulle. Donc ce qui est loin, et ce qui est loin dans l'espace, est loin dans le temps, forcément, parce que si c'est loin dans l'espace, il va me falloir du temps pour y aller. Et ça, c'est l'espace extra-personnel. Donc ce que vous voyez au loin, ce que vous entendez au loin, mais aussi, et c'est là où c'est fort, mais aussi l'esprit. Quand vous pensez à des choses qui ne sont pas ici et maintenant. Quand vous pensez à des choses qui sont pour demain, pour ce soir, qui étaient l'année dernière, c'est la même chose. Ça engage les mêmes voies nerveuses dans le cerveau que vous dirigez vers un but précis qui est de visu, que vous voyez à 100 mètres. C'est la même chose. Donc pensez à ce que vous allez manger à midi et voir quelque chose qui est loin, ça sécrète, ça fait sécréter en tout cas, ça fait utiliser les voies de la dopamine, les voies dopaminergiques. Donc la dopamine gérant une grande partie, pas tout, hein, on pense à elle, évidemment, mais il y a d'autres neurotransmetteurs et d'autres voies nerveuses qui, évidemment, jouent dans un système qui est beaucoup plus complexe que cette vulgarisation que je suis en train de vous faire. Mais la dopamine et les voies dopaminergiques permettent le mouvement, la motivation, la poursuite d'un objectif et la pensée abstraite, la projection dans un espace qui n'est pas ici et maintenant, qui n'est pas le péripersonnel. Le péripersonnel, ça va être plutôt, et encore une fois, c'est des tendances, mais ça va être plutôt médié par les voies de la sérotonine, de l'ocytocine, de la vasopressine, des endocannabinoïdes, d'autres substances pour le contentement de ici et maintenant, ce que j'ai ici maintenant. Et c'est un ping-pong, en fait, dans notre tête, dans notre esprit, entre ce que je désire et ce que j'ai. Est-ce que je suis content de ce que j'ai? Ça, ce contentement, le plaisir de l'instant présent, de ce que j'ai, etc., de ce que je possède en termes de biens, et puis ce que je possède en termes d'émotions et de qui je suis, c'est un plaisir qui est éphémère, évanescent. On en a, malheureusement, c'est comme ça, hein, l'instant présent, on le savoure, mais de manière très fugace, ça disparaît très rapidement, et très vite, on veut autre chose. Très vite, on a envie d'une voiture plus grande, d'une maison plus grande, on a envie de faire autre chose, de se changer les esprits, de bouger, de poursuivre un autre objectif dans sa vie, une carrière, de l'argent, peu importe. Ou la nourriture, etc. Ou un partenaire sexuel, bref, c'est inscrit dans notre biologie. Et si c'était pas inscrit dans notre biologie, ce désir qui, lui, pour le coup, est persistant, pensée abstraite, la dopamine, ça par contre, ça revient sans cesse et on n'en voit pas la fin. Si c'était pas là, on n'aurait pas évolué. Hein. L'être vivant, l'être humain n'aurait pas gagné en complexité, il n'aurait pas optimisé sans cesse son environnement. Parce que si on était contenté de l'espace péripersonnel, de ce que j'ai ici et maintenant, de qui je suis, ben on n'en aurait jamais voulu plus. Okay. Donc, on fait un ping-pong entre ça et ça. Le but de la méditation, ça va être d'être l'autorégulation. L'autorégulation, c'est sans doute ce qu'il y a de plus important
ce que j'enseigne dans le centre naturopathie Hormez. Son synonyme, c'est l'autonomie de la pensée. L'autonomie de la pensée, penser et agir par soi-même, requiert des capacités d'autorégulation. Et l'autorégulation demande une autonomie de la pensée. Les deux se nourrissent l'une de l'autre. Okay. L'autorégulation, ça veut dire que je suis dans un certain état, la colère, la joie, la pensée abstraite, et j'ai la capacité volontairement de savoir que je suis dans cet état-là. C'est-à-dire, encore une fois, mon esprit est tellement découvert, je vois tellement les rouages, je connais mon mode d'emploi, que je peux revenir à l'instant présent. Et quand je suis dans l'instant présent, j'ai la capacité volontairement, moi-même, d'être aux commandes, et de projeter mon esprit dans des plans, dans ce que je veux faire l'année prochaine, dans une conférence que je dois écrire pour vous, dans une vidéo de Vérisme TV, dans un cours du CNH, dans, je sais pas, la séance de sport que vous allez faire demain. Et dès que je sens que j'en ai besoin, je reviens dans l'instant présent. Ce que propose la méditation, c'est vraiment ça, en fait, cet entraînement de l'esprit qui utilise un support, la plus grande, majeure partie du temps, quand vous commencez la méditation, c'est la respiration. On dit, focalise ton attention sur la respiration. Qu'est-ce qu'on fait quand on focalise son attention sur la respiration, qui est dans l'espace péripersonnel? Eh ben, on focalise sur l'instant présent. On sort de la projection dans le futur, des soucis, des tracas du quotidien, de ce qui s'est passé hier, de ce que je dois faire demain. On sort de ça pour revenir sur le support. Okay, support de la respiration. Mais ça pourrait être autre chose. Ce qu'on fait dans ce qu'on appelle les body scans, les scans du corps. Ça pourrait être porter son attention sur sa main, sur son orteil, peu importe. Et parfois, c'est porter son attention sur une émotion, sur quelque chose en nous. Mais le plus simple, pour commencer, c'est un conseil que je vous donne, faites-le sur votre respiration. Ça va être simple, et puis ça va vous calmer aussi. Vous allez allonger l'expiration, ça va calmer le système nerveux en plus. Et repartir dans la distraction, parce que les distractions vont arriver. Ça, soyez-en sûrs. Votre esprit va vagabonder. Vous allez pouvoir vous concentrer sur votre respiration, allez, quelques secondes, et tout de suite, vous allez penser à ah tiens, je suis en train de méditer. Ah, attends, faut que je pense à la respiration. Vous retournez sur votre respiration. Ah tiens, et puis demain, je vais aller faire les courses et je vais aller... Ah, attends, il faut que je retourne sur la respiration. Et ça, c'est la musculation de l'esprit. C'est typiquement faire des mouvements avec des poids pour gonfler vos muscles, vous renforcer. Vous faites ça avec votre cerveau. Vous partez de l'espace extra-personnel, vous revenez et vous faites le va-et-vient. Et plus vous vous entraînez, meilleur vous devenez. C'est exactement ça. Et quand vous allez travailler évidemment sur ce ping-pong-là, vous allez dévoiler donc les mécanismes de l'esprit et ça va être une méthode pour changer de mode de connaissance. C'est ça qui est extrêmement puissant dans la méditation. C'est qu'une fois qu'on a ouvert ça, une fois qu'on travaille sur sa non-distraction, c'est-à-dire que on est tellement bon dans les deux plans qu'on est capable de rester dans la non-distraction beaucoup plus longtemps par rapport aux idées parasites qui viennent autour. On clarifie la chose, comme je vous l'ai dit, on utilise l'esprit pour enlever les obscurcissements. On clarifie nos schémas de pensée. On pacifie tout ça, on se dit, bon, maintenant que je me connais bien, j'ai plus de peur, j'ai plus de jugement à avoir, puisque la clarification, elle est sans jugement dans la méditation. J'ai le droit d'avoir les pensées que je veux. Les pensées, évidemment, je vais avoir des pensées complètement terribles, noires, obscènes, méchantes. Je les accueille et je les laisse filer. J'accepte qu'elles passent. Et là, je peux voir justement l'impermanence des idées, puisque tout de suite, hop, je pense à autre chose. Puis j'ai une image qui vient, puis je reviens à ma respiration. Donc on est pacifié avec soi-même. Et cette paix intérieure, elle vaut tout l'or du monde. Très concrètement. Elle vaut vraiment tout l'or du monde. Une fois qu'on a la paix intérieure, on affronte les tracas du quotidien par balle. Encore une fois, comme disent les Américains, bulletproof. Et enfin, on peut passer à l'exploration. L'exploration de vraiment qui je suis. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je veux véritablement dans ma vie actuellement? Mais tant qu'on n'a pas fait ce travail d'habituation et d'entraînement, qui est bhavana, qui est la méditation, c'est extrêmement dur, en fait. Les penseurs grecs, romains, que j'aime tant, les philosophes stoïciens, Marc Aurèle et autres, parlaient de pensée, parlaient de méditation, parlaient d'un travail sur eux-mêmes. Travaille sur toi-même. Connais-toi toi-même, disait Socrate. C'était vraiment ça.
Donc, on retrouve dans la tradition orientale plus ou moins le même cheminement qu'on appelle de nos jours le développement personnel. Mais pour un méditant et pour quelqu'un qui est profondément sensible à la philosophie bouddhiste, ce serait plutôt le dévoilement personnel plutôt que le développement. Pour ça, pour passer à l'exploration, on peut utiliser 3 réflexions déconditionnantes: l'impermanence, la causalité et la souffrance. 3 réflexions autour de l'impermanence. Enfin, une réflexion autour de l'impermanence. L'impermanence, c'est l'illusion. Une première, dans le bouddhisme et dans la méditation, on essaie justement de dévoiler pourquoi on souffre. Le Bouddha nous dit on souffre, c'est une réalité, il faut l'accepter. Pourquoi on souffre? C'est qu'on base nos actions sur une illusion. Une illusion qu'on aurait un soi, une identité qui serait permanente, qu'il y aurait un monde qui serait permanent, non changeant. Et ça, c'est véritablement la première image que l'on a du monde. La première image que l'on a du monde, c'est que l'appareil vidéo par lequel je vous regarde et que je vois devant moi, j'ai pas l'impression qu'il change. Moi-même, j'ai pas l'impression de me décomposer. Je prends pour permanent des choses qui sont impermanentes, parce que je sais très bien que petit à petit, je suis en train de me désagréger et qu'à la fin de ma vie, je retournerai poussière. Pareil pour, encore une fois, la caméra qui va se désagréger et dans 10 000 ans, elle ne sera plus là. Donc on sait que les choses bougent. Par la raison, on comprend le processus que c'est impermanent. Et pourtant, quand je vois les choses, quand je me regarde moi, j'ai pas l'impression de bouger, pas l'impression de me transformer, j'ai l'impression que les choses sont permanentes. Voilà, le trépied, la caméra, l'ordinateur, tout ça, j'ai l'impression que c'est figé et que ça bouge pas. Pensez à ça, pensez à cette impermanence et l'impermanence également des pensées et des phénomènes. Quand je vois que je fais le ping-pong entre plusieurs pensées, que je pense à une chose, puis je reviens à ma respiration, puis je pense à une autre chose, à chaque fois la pensée elle meurt. Et c'est pareil pour les émotions. Quand vous allez méditer, vous allez vous mettre en tailleur, vous allez dire mais qu'est-ce que je m'emmerde, qu'est-ce que c'est chiant, et tout de suite vous dire tu vois cette émotion-là, tu peux la voir, tu peux la visualiser et laisse-la passer. Et vous vous rendez compte que elle n'est qu'éphémère, encore une fois. Vous n'êtes pas, votre identité ne rapporte pas du tout à cette émotion qui passe. Et votre identité non plus n'est pas quelque chose de permanent qu'il faut protéger. Et ça, c'est extrêmement bon de se le rappeler. On n'a pas une identité qui est permanente. Tout n'est qu'impermanence, vous-même. Et vous n'avez pas ça à protéger, c'est-à-dire à mettre une clôture autour de ce jardin-là pour vous distancier des autres. La causalité, réfléchir à justement qu'est-ce qui donne naissance à ces émotions, qu'est-ce qui a donné naissance à cette colère, à au fait que à cet ennui de la méditation. Pourquoi je m'ennuie? J'ai nulle part ailleurs où aller. Et je veux aller où? Je veux aller devant mon ordinateur pour retrouver mes tracas du quotidien. Pourquoi je m'ennuie? D'où ça vient ça? Et on remonte la pelote de laine. Qu'est-ce qui cause les choses? Et vous savez, en bouddhisme, on utilise la roue du karma, la roue de l'éternelle insatisfaction, où une action, un cadran de l'horloge, une heure de l'horloge, donne toujours en fait le suivant. C'est pour ça qu'on parle de causalité et de karma et de réincarnation et du fait terrible en fait de la redondance, si on ne casse pas cette roue, de l'éternel recommencement et de l'éternelle insatisfaction. Il faut bien comprendre cette causalité-là pour sortir en fait de la roue. Parce que il y a un proverbe bouddhiste qui dit « l'eau coule toujours vers le bas ». En fait, tourner dans la roue, ce n'est pas coûteux pour l'organisme. Par contre, casser un modèle, par exemple casser votre identité, casser qui vous pensez être, ça, changer de modèle, c'est coûteux pour le système nerveux. Ça demande de l'énergie. Mais il faut faire le job. C'est libérateur, justement, de cette souffrance. De la souffrance que l'on a. Donc la souffrance, c'est vraiment une douleur à laquelle on met une émotion. D'où vient cette émotion-là? Est-ce qu'on peut l'observer? Et revenir juste toujours sur le support. Alors, cette méditation, j'espère que je vous l'ai bien vendue. Elle demande aucune autre attention que vous asseoir, être debout, être dans une activité du quotidien et tout d'un coup revenir au support. Et voir les distractions de l'esprit et les observer sans jugement et revenir. Et voir et revenir. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire de grandes choses, il n'y a pas besoin de faire d'avoir de grandes pensées belles, etc. Il peut, après, dans un second temps, une fois que vous aurez passé cette étape d'habituation du départ,
avoir justement comme support l'empathie, avoir comme support l'amour-propre. Hein, avoir ces pensées-là sur lesquelles on va toujours revenir dès qu'il va y avoir une distraction. Ce sera plus la respiration. Mais au départ, prenez quelque chose d'aussi bateau que la respiration ou qu'un son. Moi, j'aime utiliser, par exemple, mon bol tibétain. Je tape dedans, le son est loin de moi, c'est dans l'espace extra-personnel, et je vais pouvoir revenir à ma respiration. Puis je vais repartir sur le son, et puis je vais revenir à ma respiration. Et comme ça, je m'entraîne à partir loin, 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 et à revenir tout proche, même à l'intérieur de moi, dans la respiration. À quoi ça sert tout ça? Parce qu'évidemment, on va me poser la question, ouais, c'est bien beau, tout ça, tu nous as vendu le truc, mais concrètement, nous, l'esprit cartésien occidental, on veut savoir ce qui se passe dans le cerveau, qu'est-ce que ça renforce, etc. Alors, très sincèrement, oui, les recherches sont là, il y a plein de choses qui prouvent maintenant l'efficacité, comment dire, les bénéfices, comme on pourrait dire, sur la santé de la méditation. J'espère quand même que tout ce que je viens de vous partager autour de l'esprit vous parle, mais si on doit regarder en détail, évidemment les travaux de Matthieu Ricard, qui ont été quand même assez précurseurs dans le domaine, Matthieu Ricard étant un méditant de très longue date, moine bouddhiste, qui a été l'interprète du Dalai Lama pendant longtemps. Il a collaboré avec des scientifiques pour voir justement ce qui se passait dans le cerveau, et les études ont commencé par rapport à ça. Mais après, ça s'est élargi, et maintenant, il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites sur des groupes de méditants, opposés à des groupes de personnes qui ne pratiquent pas la méditation, et on voyait comment la matière grise et les connexions interneuronales se faisaient. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est que les méditants ont une densité de matière grise. Alors, la matière grise, c'est vraiment la tête du neurone, ok? La matière blanche, c'est les connexions, les cellules gliales surtout, les connexions entre les neurones, qui est au moins aussi importante, au moins aussi importante. Mais matière grise et matière blanche, matière grise c'est le neurone, matière blanche c'est plutôt les connexions, la substance qui permet l'interface entre les différents neurones, d'accord? Donc plus de densité de matière grise chez les méditants. Où ça? Dans le cortex préfrontal. Cortex préfrontal, c'est votre cortex qui va permettre de délimiter les règles du jeu, les règles d'un contexte. C'est donc le cortex, vous savez, c'est la couche externe de votre cerveau, qu'on a acquis vraiment très récemment dans l'histoire de l'évolution, et qui nous permet de dire, bon bah, voilà, là je suis dans le contexte de tourner une vidéo pour YouTube, eh bien je vais me comporter de cette manière-là. Puis après je vais aller dans le contexte de la famille, eh bien je sais que je peux me rapprocher des gens, je peux les prendre dans les bras, parce que c'est les gens que j'aime, c'est les gens de ma famille. Puis après je vais aller dans le contexte du travail, et d'autres règles sociales vont s'installer. Je mets les règles en fait du contexte. Quand je mets les règles du contexte de la méditation, je sais que je dois rester assis et que je dois faire un va-et-vient sur le support et sortir de la distraction pour revenir sur le support. Ça, c'est la règle du jeu. Le cortex préfrontal, comme on le met en branle pour respecter les règles du jeu, il se renforce. Et quand il se renforce, quand il fait sens, quand il comprend son environnement et qu'on agit selon ces règles-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait connexion, il fait synapse donc, avec d'autres structures du cerveau qui sont l'insula, le thalamus, l'hippocampe et l'amygdale, les amygdales. Ça, ce que ça permet, c'est que une baisse de l'activité de l'amygdale. Les amygdales dans le cerveau, c'est pas les amygdales que vous avez dans la gorge, ce sont des structures, une structure double, qui gèrent la détection du danger, qui catégorisent en fait si un événement autour de vous, un phénomène, est dangereux ou pas. Ok, ça l'évalue. Et selon l'évaluation, il va donner une réponse appropriée, donc de peur ou de panique carrément, ou bien justement calmer justement la réaction qui pourrait être exacerbée de peur ou de panique. C'est vraiment un tampon, il évalue. 5 sur 10, 6 sur 10, à quel point c'est dangereux. Eh bien, nous, occidentaux, habitants de cette planète en 2023, on a une suractivité de l'amygdale. On est toujours dans le système lutte ou fuite. En gros, on a un stress interne qui est assez chronique. On a prouvé que par la méditation, il y a une diminution de l'activité de l'amygdale. Elle est allumée moins souvent. On pense moins que ce qui nous entoure, en fait, est dangereux. D'accord? Et ça augmente la connectivité entre toutes cette structure. L'insula
L'hippocampe, alors l'insula c'est vraiment une structure qui permet justement la sensation des sensations, la remontée, pardon, la catégorisation des sensations internes, sensations de bien-être ou de douleur. Le thalamus et l'hippocampe, le thalamus c'est un espèce de carrefour qui sert à énormément de régulation en fait dans le corps humain. L'hippocampe, on le cite souvent pour la mémorisation, mais ce n'est pas que ça. Ce sont des gros carrefours en fait qui nous permettent de faire le corrélat, en fait, la corrélation, le lien entre les pensées, les émotions, les sensations et la physiologie. Nos pensées influencent nos émotions, qui influencent nos sensations, qui influencent notre physiologie. Notre physiologie, c'est-à-dire les hormones, ce qu'on a dans le ventre, notre glycémie sanguine, les neurotransmetteurs, etc. À leur tour, influence les sensations qu'on a dans le corps, les picotements, les douleurs du corps, voilà, ce qui remonte au cerveau, ce qu'on appelle les informations afférentes. Qui influence nos émotions? Ben ouais, je vais être un peu plus triste ou un peu plus malheureux si j'ai mal au ventre. Je vais être un peu plus colérique si j'ai une migraine. Voilà, ça influence les émotions, et évidemment, les émotions influencent les pensées. Je vais avoir des pensées plutôt noires, je vais avoir des pensées plutôt négatives, ou bien positives si je me sens super bien, en énergie, etc. Eh bien, tout ça, là, cette corrélation, comment dire, ce panachage, hein, et cet entrelac interne d'objets, s'améliore par la méditation, par le renforcement de toutes ces connexions entre, principalement, ces grandes structures que sont le cortex préfrontal, l'insula, le thalamus, l'hippocampe et les amygdales. Voilà. J'espère qu'on a fait un tour avec mon Jean-Louis relativement exhaustif de la méditation. Évidemment, ça mériterait qu'on y passe énormément plus de temps, mais la méditation, encore une fois, c'est une pratique. C'est une pratique. Donc, si vous voulez aller plus loin et passer à l'exploration, là, on a à peine, voilà, peint avec un gros pinceau un portrait. Mais si vous voulez passer à l'exploration, ça ne tient qu'à vous. D'en faire un petit peu tous les jours. Sans mettre un chronomètre, mais d'en faire quand même un petit peu tous les jours. Et après, cet outil-là, il ne vous lâchera jamais. Promis. Voilà, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, c'est issu d'un cours du Centre Naturopathie et Hormèse. Vous savez que les candidatures sont ouvertes. Vous pouvez nous contacter si vous voulez vous former dans notre centre, avec notre belle équipe pédagogique, et on aura vraiment beaucoup de bonheur de vous y recevoir quand vous voulez. Vraiment, les portes sont ouvertes. En attendant, merci beaucoup, merci mon Jean-Louis, et n'oubliez pas, avant la prochaine vidéo sur Verisme TV, cette phrase d'or, vraiment, même pas en argent, même pas en bronze, elle est en or. La vérité, elle est déjà en vous.